15 millions de dollars d'aide humanitaire au Népal. Cette action du Fonds central pour les urgences de l'ONU aidera à réparer les dégâts du séisme. Prohibé par le droit européen, le débat sur la peine de mort en Hongrie est remis sur la table par le Premier ministre populiste hongrois. Radicalisation de jeunes musulmans européens et menace d'attentats, la Commission européenne s'inquiète. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Le président sortant Faure Gnassingbé, dont la famille régente le Togo depuis 48 ans, a été réélu par 58,75% des suffrages exprimés contre 34,95% à son principal adversaire Jean-Pierre Fabre. C'est ce qu'a annoncé mardi soir la commission électorale togolaise. La commission électorale nationale constate que Faure Sozima Gnassingbé a été élu au titre des résultats provisoires sous réserve de confirmation de ces résultats par la Cour constitutionnelle, a déclaré le président de la CENI, Tafa Tabiou. Faure Gnassingbé avait été porté au pouvoir par l'armée en 2005 à la mort de son père, le général Gnassingbé Eyadémon, qui régna d'une main de fer pendant 38 ans. Toutefois, rappelons que l'abstention s'élève quand même à 40,01% contre 35,32% à la précédente présidentielle en 2010. L'armée nigériane a affirmé mardi avoir libéré 200 filles et 93 femmes dans un fief du groupe islamiste Boko Haram, sans confirmer si certaines d'entre elles faisaient partie des jeunes filles enlevées à Chibok il y a un an. Selon les propos du porte-parole de l'armée, Chris Olukolade, les troupes ont pris et détruit 3 camps de terroristes dont la forêt de Sambisa, faisant référence à un district de l'état de Borno, un des principaux repères de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Le gouvernement centrafricain a menacé mardi de radiation les policiers de Bangui qui sont en grève depuis le 11 avril. Ces hommes en uniforme exigent de meilleures conditions de travail et des salaires. Ce mouvement, très suivi, a contraint les autorités à faire appel aux policiers municipaux, à la gendarmerie et à la police de la force onusienne pour remplacer les grévistes. Les policiers réclament notamment l'application d'un statut octroyé en 2009 qui leur accorde des primes vestimentaires, de logement et de grade. Un policier de base gagne environ 60 000 francs CFA, soit un peu moins de 100 €. Les policiers sont quand même ceux qui sont chargés de la sécurité de la nation, du pays, des biens des citoyens. Et donc, on s'attendrait à ce que, pour cette catégorie de personnes-là, une grève soit quand même assez réglementée. On n'entre pas en grève comme cela, parce que sans quoi on livrerait et les biens des gens et leur sécurité au banditisme général. Ce n'est pas normal. Cette grève survient alors que Bangui doit accueillir à partir du 4 mai un forum rassemblant les principaux acteurs de la crise centrafricaine dans le but de poursuivre la transition démocratique. Savoir si la grève a des conséquences sur la préparation du forum, la préparation des élections, ça me semble évident. L'impact au niveau de la justice et les conséquences de ces grèves sont très graves, parce que, considérant la période mouvementée que nous traversons, on a vraiment besoin de ces 2000 policiers qui se mettent en grève aujourd'hui et qui compliquent la situation sécuritaire dans notre pays. Selon de nombreux observateurs, la refonte des forces de l'ordre centrafricaines, l'armée, mais aussi la police et la gendarmerie, pour pouvoir assurer la paix dans le pays, est un des enjeux majeurs de la transition.
Reprise bientôt des pourparlers de paix au Soudan du Sud. Il s'agit d'une nouvelle tentative en dépit de l'échec le 6 mars dernier des négociations qualifiées de la dernière chance. Le médiateur du conflit a annoncé la nouvelle mardi. L'organisation intergouvernementale est-africaine a bien l'intention de poursuivre le processus de paix au Soudan du Sud. Cette fois sera mise en application une nouvelle approche baptisée IGAD. Elle consiste à impliquer dans la médiation des puissances de la communauté internationale de manière à accroître la pression sur le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar. The entire people of South Sudan, we will achieve. Tout le peuple du Soudan du Sud va obtenir la paix. Nous n'avons pas échoué. Ce que nous n'avons pas encore réussi, c'est une solution rapide. Il n'y a pas de solution rapide pour arriver à la paix et qui transformerait le Soudan du Sud en un pays pacifique et dirigé par la loi. Peace and rule, constitutional rule-based nation. Our partners and the international community. Aux partenaires et à la communauté internationale, ils ne devraient pas questionner le fait que nous allons de l'avant ou non. Nous avons beaucoup avancé et atteint de nombreux objectifs. 90% des problèmes sont résolus, mais il reste certains points très problématiques. Nous y travaillons afin de faire disparaître ces points. Ils sont peu nombreux, mais ils sont très importants. To allow us to cross those deal breakers. They are few, but very important. Un accord de paix est en cours d'élaboration et sera présenté prochainement aux parties. Mais plus d'un an de négociations stériles et d'accords non respectés, de nombreux diplomates estiment que ce nouveau plan de paix sera à prendre ou à laisser pour les dirigeants sud-soudanais. De mémoire, le conflit sud-soudanais a éclaté en décembre 2013 au sein de l'armée sud-soudanaise, minée par des antagonismes politico-ethniques. Un climat alimenté par la rivalité entre Kiir et Machar à la tête du régime sud-soudanais. Le Fonds central pour les interventions d'urgence de l'ONU a octroyé mardi 15 millions de dollars pour financer l'aide humanitaire au Népal. Un geste qui intervient après le séisme qui a ravagé samedi le Népal et qui a fait des milliers de morts. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a déclaré que le nombre exact de victimes est encore inconnu. 3 jours après le séisme, les besoins humanitaires ne cessent de s'accroître. Une véritable course contre la montre. Les humanitaires sont confrontés aux difficultés d'accès aux zones rurales reculées, mais aussi à la congestion à l'aéroport de Kamandou. Les mauvaises conditions météorologiques et les difficultés pour atterrir ont contraint de nombreux avions à faire demi-tour. The headline is really that this is a race against time. C'est également une course contre la montre face à une cible mouvante dans le sens où nous ne savons toujours pas quels sont les besoins dans les zones rurales à l'extérieur de Katmandou. Nous sommes particulièrement inquiets en ce moment sur les blessures graves, notamment les blessures à la tête et l'épine dorsale, ainsi que les fractures. L'urgence est de mise, car avec la saison des moussons qui approche, les routes risquent de ne plus être praticables en raison des glissements de terrain. Alors qu'elle doit démarrer en mai, les pluies ont déjà commencé. Le manque d'eau potable pose un problème crucial. Les risques de maladie sont l'une des principales préoccupations de l'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé. Le PAM, qui se prépare à une réponse massive, veut distribuer de l'aide à 1,4 million de personnes ces 3 prochains mois. Le geste du fonds d'opération d'urgence précède un appel de fonds de l'ONU qui doit être lancé dans les tout prochains jours. Le séisme de magnitude 7,8 ayant frappé le pays samedi affecte la vie de 8 millions de personnes sur près de 28 millions d'habitants, à en croire l'ONU. La Commission européenne s'inquiète par rapport à la radicalisation de jeunes musulmans européens et les menaces de nouveaux attentats en Europe. Elle s'est prononcée sur la stratégie à mettre en place pour renforcer la sécurité face au phénomène sans pour autant porter atteinte aux libertés au sein de l'Union. L'Europe est sujette à des actes terroristes récurrents. Ainsi, on y observe la radicalisation de jeunes musulmans européens et des menaces d'attentats sur le continent.
Des événements qui obligent l'Union à renforcer la sécurité au sein de ses États membres. Si la sécurité est primordiale pour les États membres de la Commission, il n'est cependant pas question de réduire les libertés au sein de l'Union. On a une responsabilité en tant que Commission européenne de protéger les droits fondamentaux de nos citoyens. Donc, on va aussi vérifier les mesures qu'on prend, est-ce qu'elles sont proportionnelles aux menaces à la sécurité des citoyens européens. Et je crois qu'il y a une prise de conscience dans tous les États membres qu'il faut faire davantage pour partager des données qui sont là et qui peuvent aider les autres services à combattre effectivement le terrorisme. La stratégie pour la sécurité intérieure proposée par l'exécutif bruxellois prévoit la création d'un centre européen du renseignement au sein d'Europol pour donner aux États un cadre de coopération afin de renforcer les points faibles de l'Union européenne. Une proposition qui concorde avec celle de la Commission qui préconise de lever les barrières entre les États afin d'aboutir à une meilleure coopération. Le Premier ministre populiste hongrois a lancé mardi le débat sur le rétablissement de la peine de mort dans le pays, une mesure formellement prohibée par le droit européen. Le ministre a par ailleurs souligné que la législation hongroise n'était pas suffisamment dissuasive. La peine capitale est de nouveau au cœur des débats en Hongrie. Relancé par le Premier ministre hongrois, que le rétablissement de la peine de mort est une mesure formellement interdite par le droit européen, mais exigée par l'opposition extrême droite hongroise. Si la législation hongroise est considérée comme l'une des plus répressives d'Europe, avec des peines incompressibles de prison à vie, le Premier ministre hongrois, lui, estime qu'elle n'est pas suffisamment dissuasive. Rappelons que la peine de mort a été abolie en Hongrie en 1990, après le retour de la démocratie. Elle ne peut être rétablie dans le pays en raison de son adhésion à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en 2004. Précisons que Viktor Orban, ancienne figure de l'opposition libérale au régime communiste, a régulièrement été taxé de tendance autocratique depuis son retour au pouvoir en 2010. Les États-Unis et le Japon partagent des inquiétudes au sujet des activités de Pékin en mer de Chine. C'est le président Barack Obama qui le dit. Les États-Unis et le Japon sont tous deux attachés à la liberté de navigation, au respect du droit international et à la résolution pacifique des différends sans contrainte. Profitons de la visite aux États-Unis du Premier ministre japonais Shinzo Abe. Obama a exprimé toute son inquiétude lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre à la Maison-Blanche. Il a invité les Chinois à faire preuve de transparence dans les eaux maritimes et agir à rassurer les pays avec lesquels elles partagent les frontières maritimes. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter, mesdames et messieurs. Très bonne suite des programmes sur SICA. Au revoir.